je suis Katrina Rapour, je suis psychiatre, je fais de la psychiatrie d'adulte. Actuellement, je travaille sur un centre de crise. C'est un tout nouveau projet qui a démarré depuis juin sur Nancy. Donc, c'est un centre de crise avec thérapie intensive. J'interviens aussi au centre de prévention de suicide et j'interviens aussi sur des urgences psychiatriques de Nancy. Donc voilà, vraiment, moi je suis axée sur tout ce qui est urgence, crise et suicide. Et je suis Marianne Rémy, je suis infirmière coordinatrice des dispositifs vigilance et 3114, qu'on va vous présenter après, donc au Centre régional de prévention du suicide Grand Est. Et jusqu'à il y a peu, j'étais encore répondante du numéro de prévention du suicide du 3114. Donc moi j'avais réfléchi comment faire pour vous sensibiliser dans 1 heure à tout ce que nous on fait habituellement sur les urgences, dans les services. Donc j'ai essayé de condenser au maximum possible. Pourquoi en prévention et pourquoi on fait ça? Et pourquoi on essaie de sensibiliser plus de monde? Parce qu'on a constaté qu'il y a plus de 10 000 morts par an en France par suicide. Donc ça devient un problème de santé publique. Il faut savoir que les décès par suicide, c'est 3 fois plus que les accidents de voiture. C'est énorme. Et le suicide touche plus les hommes. Et les femmes, c'est plutôt les tentatives de suicide. Donc le décès par le suicide touche plus les hommes parce qu'ils emploient des moyens qui sont carrément plus fortes, on va dire, en soi. Pour autant, depuis ça a été mis en place la prévention du suicide et tous les modules qu'on fait pour sensibiliser plus de monde et former, on a observé une baisse de 20%. Donc c'est déjà très bien, mais il faut continuer. Et on observe aussi que les tranches d'âge commencent à changer. Donc là, nous sommes sur une population plus jeune, avec plus de passages à l'acte chez les jeunes adultes, ados, jeunes adultes. Donc la prévention, c'est multimodal, c'est sur plusieurs niveaux, et c'est une stratégie nationale à ce aussi. Je vais remettre le cadre parce que là, c'est une sensibilisation. Comme je dis, actuellement, nous avons 3 modules de formation à travers le JEPS, qui est notre groupement des études de prévention du suicide. Le module Sentinelle, c'est le module qu'on va faire pour population qui est non professionnelle. Donc ça peut être des personnes qui ont le souci de l'autre, qui ont cette sensibilité. Et on va les former sur une journée par rapport au Sentinelle et ils sont encadrés par nous, donc ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Après, le module évaluation-orientation, donc qui est surtout pour les professionnels, tout le monde compris, ça peut être les médecins généralistes, les médecins gynéco, les urgentistes, etc. Et le module intervenant de crise, c'est pour les professionnels de santé, surtout sur la branche psychiatrique. Je me suis dit que c'est bien de mettre ça parce que ça impacte beaucoup et je sais que sur toutes les formations que j'ai pu faire, ça impactait les chiffres. C'est des collègues du Canada qui ont mis en place, qui ont fait ces études, qui n'est pas tout récent non plus. Ils ont observé qu'en 2020, 4,2% des personnes entre 18 et 25 ans, 85 ans, ils ont déclaré qu'ils ont pensé au suicide. Donc c'est énorme. Dans l'année précédente. 7,4%, nous sommes vraiment dans la tranche de jeunes à 18-24 ans. On peut s'imaginer que maintenant, on va vers les adolescents encore plus. Les jeunes adolescents, maintenant, ils commencent à avoir des suicidaires de plus en plus. On observe vraiment l'augmentation. En 2017, 7,2% de la même population de référence déclarent avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie et 0,39% l'année précédente. On observe qu'il y a l'existence d'épisodes dépressifs caractérisés, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut savoir que le passage à l'acte suicidaire, ce n'est pas obligatoire en lien avec une pathologie psychiatrique. La gravité apparente d'un geste ne présume pas de risque de récidive, mais ça implique une prise en charge intensive et plus importante. Il y a eu une enquête en 2020 qui rapporte que dans la 5e, donc dans les études par rapport au suicide, nous avons le DRES, la direction de recherche, qui nous met toujours à jour. Et là, on attend les derniers rapports. Donc, c'est quand même des bons chiffres, malheureusement. Là, je me suis dit, je reprends quand même les définitions telles comme elles sont pour être en clair de quoi on parle, pour ne pas confondre les passages à l'acte suicidaire, mais surtout de ne pas confondre les passages à l'acte auto-agressif de juste qualification qu'on peut observer chez certaines personnes avec un trouble de la personnalité. Donc le suicide, c'est un acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. Quand une personne décède par suicide, on parle de suicide abouti et non pas de suicide réussi. C'est très important.
La tentative de suicide, c'est un comportement auto-infligé avec intention de mourir sans issue fatale. Les idées suicidaires, c'est penser le suicide comme le moyen de sa propre mort. La sévérité de l'idéation suicidaire varie selon l'intentionnalité suicidaire et sa programmation dans la personne va programmer et il va savoir comment il veut faire, quand il veut faire. Beaucoup de nos patients disent mais je veux à telle date, avec tel moyen, où il y a 2 ou 3 moyens différents. Les idées suicidaires peuvent être passives ou actives. Donc on ne parle plus des idées noires, on parle des idées passives. J'ai envie de mourir. Si quelque chose me tombe sur la tête, pourquoi pas. Si j'ai une maladie grave, ce n'est pas grave, tant mieux. Donc déjà, on est dans une passivité et active quand je veux mourir, je prépare les médicaments, ça va être à tel endroit, à tel moment, parce que cette date c'est important pour moi, etc. Et les patients me le disent comme ça, si on pose la question. Est-ce que jusqu'à là, je ne parle pas trop vite, ça va? Avant de parler de la crise suicidaire en elle-même, on va parler de la crise psychique, parce qu'on peut trouver de la crise psychique en beaucoup de choses, et qui peut après avoir une crise suicidaire. Et c'est en ça qu'on travaille dans le centre de crise aussi. C'est une période relativement très courte de déséquilibre psychologique chez une personne confrontée à un événement ou à des événements graves qui représentent un problème important pour elle et qu'elle ne peut pas ni fuir ni résoudre avec des ressources habituelles de résolution du problème. Donc ça, c'est la définition de base. Dans la crise suicidaire, c'est une période de la vie ou pour un sujet, le suicide devient une solution pour mettre fin à la souffrance en elle-même. La personne veut arrêter de souffrir. La personne ne veut pas mourir, elle dit « je veux arrêter de souffrir ». C'est un processus qui est très dynamique, c'est un processus déjà, c'est dynamique, c'est évolutif, il est temporalisé et peut être réversible. Je vous ai mis, c'est ça le modèle de la crise que nous on emploie beaucoup. On parle de 3 états, comme une personne peut y être. L'état d'équilibre, nous sommes tous dans l'état d'équilibre avec des fluctuations. L'état d'équilibre, ce n'est pas tout lisse, nous ne sommes pas tous bien tout le temps. Il y a des fluctuations, mais on y revient toujours, on trouve des solutions, donc on s'adapte. Et après, si la vie s'acharne, il y a plusieurs problèmes qui se cumulent, et qu'on n'arrive plus vraiment à compenser, on peut entrer dans l'état de vulnérabilité, avec l'apparition des idées passives. J'ai ras de bol, je veux que ça cesse. Si j'ai une maladie, c'est tant mieux comme ça, on ne parle plus. C'est pas quelque chose d'actif, mais il y pense comme ça. C'est tout est compliqué, c'est de la souffrance. S'il n'arrive pas à en parler ou à trouver des solutions à résoudre son problème, on peut monter tout doucement vers la crise en elle-même, à l'état de crise en elle-même, où les idées deviennent claires. Je veux mourir, je vais prendre des médicaments, telle date, voilà, c'est l'anniversaire du décès de ma mère, c'est là où je vais le faire pour la rejoindre. Et il commence à réfléchir comment faire, comment arriver à avoir les moyens pour lui. Certains vont faire des lettres, certains vont commencer à avoir des dons à droite à gauche, tiens, prends ça. C'est des choses très subtiles. Beaucoup de nos patients disent, mais oui, mais ça faisait 1 semaine ou 2 que j'ai quand même réglé toutes mes affaires, je fais une procuration à la banque, de façon très calme, très posée. Et forcément, les familles ne observent pas tout le temps. Comment on repère? Parce que c'est ça le point qui nous intéresse tous. Il faut observer, il faut le voir. Beaucoup de nos patients ils font beaucoup de confiance à un médecin généraliste ou à aussi. Il y a beaucoup de nos patients qui sortent du centre de crise par exemple, qui disent mais non, mais je préfère voir mon médecin généraliste, il me comprend, il me connaît. En fait, il faut observer, il faut le voir. Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent, qui vous titillent? Écoutez, recueillez les informations qui vous donnent et questionnez. Mais pourquoi vous me dites ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air moins bien que d'habitude. S'interroger, mais avec bienveillance, sans jugement. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Vous cumulez beaucoup de choses, comment vous tenez? Est-ce que ça va? Et effectivement, s'il y a des choses qui vous alertent, de poser la question, avez-vous des idées suicidaires? Ça fait plusieurs fois que vous venez, il y a des choses qui se cumulent, il y a cette maladie qui vous arrive, ça doit être très compliqué pour vous, est-ce qu'il y a des personnes ressources, est-ce que vous avez des idées suicidaires, est-ce que ces derniers temps c'est à tel point compliqué que vous avez des idées suicidaires? Les patients lui disent, d'ailleurs on voit le corps qui dit, mais oui effectivement c'est compliqué, mais j'ai honte, mais j'ai peur, j'y pense, c'est pas normal, je suis pas fou, ça tourne comme ça.
Et effectivement, on peut observer que dès que le patient il rentre dans la crise, ça touche les 6 sphères de sa vie. Pour nous, c'est quoi les symptômes physiques? Vous pouvez voir en tant que médecin journaliste, il est plus fatigué. Il vient vous dire, mais je n'arrive plus, je dors, mais je me réveille, je suis fatigué, c'est compliqué, prendre la douche, faire les courses, ça me demande de l'énergie. Ils sont plus nerveux, ils ont des troubles alimentaires, ou ils disent, mais j'arrive plus à dormir, hein. Souvent, ils disent, mais je ne dors plus du tout de la nuit. Oui, peut-être plus agité que d'habitude. Il y a les symptômes émotifs, il rapporte de l'anxiété, on voit qu'il y a de la tristesse, ou du pessimisme, du désespoir, mais quoi que j'en fasse, je ne m'en sorte pas, docteur, j'accumule. Je suis un fardeau pour ma famille, vous vous rendez compte, je n'arrive plus à rien faire de positif, tout ce que je fais, c'est un échec. Au niveau comportemental, on peut observer des changements de comportement brutal. Des personnes qui sont peut-être très sociables, ils deviennent très enfermées, ils s'isolent beaucoup, ou ils consomment, ou surconsomment, ils commencent à boire de plus en plus. Prise de risque, hein. Chez les jeunes, on observe ça, qu'il y a des prises de risque, ils vont sortir dans les bars tard le soir, ils vont picoler, ils vont prendre la moto, la voiture sans casque, ou avec des vitesses très importantes. Et comme je disais, les dons des objets, c'est très important, il faut donner des objets. Moi, je sais qu'il y avait des patients, j'ai eu un patient qui m'a fait une lettre, on avait déposé une lettre dans le service. Et, bon, heureusement qu'on l'a trouvé à temps pour nous remercier et nous dire au revoir. C'est des dons comme ça, ou lettres, ou des objets qui doivent être le signal d'alerte. Ou tout simplement, et le plus souvent, ça peut être merci docteur, vous avez fait énormément pour moi ces derniers temps. Grâce à vous, j'ai pu un certain au revoir au fond de consultation qui n'est pas comme d'habitude. Je vous remercie. Honnêtement, vous avez tout fait pour moi, c'est génial. Mais on se voit la prochaine fois, mais on sent qu'il y a un truc. Dans ce cas-là, on l'arrête, on dit ok, il y a une chose qui ne va pas. Au niveau cognitif, on observe qu'il y a des troubles de la mémoire et de la concentration. Ils ont plus de mal de trouver des solutions pertinentes, malgré que pour nous, ça semble très simple. Pour eux, c'est pas évident. Il y a eu des collègues de Lille, dans le centre de crise de Lille, qui ont passé, au début, ça a été pas voulu. Chez un monsieur qui était ingénieur avec un niveau d'études assez important, ils ont passé le test cognitif, le test d'horloge. Ils ont vu qu'il était complètement déconnant. Il avait tout mis à l'envers, il n'y avait rien qui allait. C'était en pleine crise. Pour après, qu'effectivement, on a récupéré. Donc, on commence à se poser, c'était prouvé d'ailleurs qu'il y a des troubles cognitifs ponctuels parce qu'ils sont émergés par les émotions à tel point qu'ils n'arrivent plus du tout à avoir contact avec le côté cognitif. Et d'ailleurs, les patients me disent, mais j'oublie tout, je n'arrive plus à rien faire, j'arrive plus à m'organiser, tout est compliqué. On observe des difficultés scolaires chez les enfants, d'ailleurs, chez les ados, collège, lycée, chez les jeunes, on observe qu'ils changent d'habitude, ils sont plus enfermés. Et les notes commencent à baisser, ils ont plus de mal à s'organiser que d'habitude. Ils ne sont pas tous organisés, mais là ça devient très, très compliqué. Il peut y avoir aussi chez les jeunes des enfants qui vont parler plus de l'amour que d'habitude, par exemple. Ils sont intéressés par ça d'un coup. C'est des gamins qui vont avoir des manifestations aussi physiques d'incompréhension, d'énurésie, qu'ils ne savaient pas. Donc, il faut investiguer un petit peu partout. Au niveau social, comme je dis, c'est l'isolement qui prime. Tous nos patients qui passent là, quand on récupère aux urgences, au centre de crise, c'est des patients qui disent qu'ils ont coupé tout lien avec leurs amis ou avec leur famille, parce qu'ils ne voulaient pas inquiéter, par exemple. Parce qu'autrement, ils ne pourront pas comprendre. Ah ben, ils ont ras-de-bol, là, j'ai toujours mal, je n'ai pas voulu les embêter. Donc, ils s'isolent de plus en plus, et plus ils s'isolent, forcément. Ils sont submergés par les idées suicidaires ou qui vont provoquer des conflits. Ils se disputent avec tout le monde. Comme ça, ils sont toutes seules. Donc, on observe des difficultés relationnelles chez les personnes qui sont dans des villages qui sont très bien insérés dans la vie du village, donc dans les associations. D'un coup, ils courent avec tout. Ils ne se présentent plus, ils n'animent plus, ils ne viennent plus. Pour ça, les sentinelles, d'ailleurs, on forme beaucoup de monde qui ne sont pas de professionnels parce que c'est des personnes qui pourront voir. Ça peut être quelqu'un de la mairie, ça peut
peut être la coiffeuse, ça peut être quelqu'un de la sauce, parce qu'il n'est pas comme d'habitude, il vient plus la troisième fois, il n'a pas de médecine, c'est bizarre. Au niveau verbal, les patients, ils sont complètement démonis, il y a aussi le sentiment d'impuissance. Je ne sais plus comment faire, je m'en sorte plus, c'est très difficile. Tout va mal. Ils disent j'ai pété un plomb, je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Il y a de la confusion aussi. C'est des patients qui sont tellement immergés par les émotions qu'ils n'arrivent même plus à expliquer clairement ce qui leur arrive. Et effectivement, il peut y avoir des formulations directes. D'abord, quand ça se finit, j'ai tout fait. Ou c'est des patients qui vont laisser comprendre. D'abord, quoi qu'il en soit, à telle date, dès que je fais mes 26 ans, après, je serai plus calme, je serai en paix. Ils te laissent, ils te mènent comme ça. Attention, il y a un syndrome que nous on appelle le syndrome suicidaire de Wrangel chez des patients qui vont mal. Qu'on voit, par exemple, on les suit au CMP, qu'ils sont mal, qu'on essaie de porter un ambulatoire au maximum possible, et d'un coup, ils vont tout d'un coup bien. Il n'y a pas eu de changement quelconque dans leur vie, il n'y a pas eu des choses qui sont résolues, mais ils sont tout bien, donc calme, apaisés. Sauf qu'au niveau émotionnel, limite, c'est calme, ou voire émotionnellement affective. D'habitude, il y a un risque de passage à l'acte imminent. Et on a déjà vu aussi dans les services des patients qui sont entrés pour un passage à l'acte suicidaire où ils allaient très mal et que d'un coup on les voit d'un coup trop bien, le week-end d'après, c'est quand même bizarre. Et quand on cherche, effectivement, on trouve la préparation du passage à l'acte. Après, attention, il n'y a pas tous les patients, mais en général on questionne beaucoup quand le patient il est bien d'un coup et on n'arrive pas à savoir pourquoi. Donc, la crise suicidaire, c'est un rupture transitoire de l'équilibre habituel. Et ça peut être n'importe quelle personne, c'est pas obligatoirement une pathologie psychiatrique, c'est ça que c'est important d'entendre, ça peut être n'importe qui. C'est secondaire en confrontation ou en plusieurs événements stressants pour le sujet. Quand le patient, il faut savoir que le suicide, les facteurs sont multiples, c'est pas un seul. Sauf que nous, quand on le voit, c'est la dernière goutte qui a débordé le vase. Mais la vase était déjà bien remplie. Ça a débordé tous les mécanismes de défense, de stratégie du patient. Tout ce qu'il a pu mettre en place, à un moment, ça ne peut plus être, ça ne marchait plus. Voire au contraire, ça reportait préjudice. On observe des organisations psychiques, une submersion émotionnelle qui est très importante. Et quand je dis ça, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, c'est des patients qui vont être très agités, qui vont parler beaucoup, qui vont pleurer, qui vont manifester des émotions. Au contraire, on va avoir des patients catatoniques, parfois qui sont quasi mutiques, où c'est très compliqué d'avoir un élément quelconque clinique. Ou des patients très agressifs, qui vont tout faire pour... on a déjà vu aux urgences des patients qu'on entrave parce qu'ils sont agités, parce qu'ils nous agressent. Ils ne nous laissent pas les approcher. Et une fois qu'on contient, ils arrivent par là. Donc l'agressivité est plus cachée, on est suicidaire. Et c'est la plus dangereuse parce que c'est là où nous avons plus de mal à aller vers la personne. Elle est agitée, elle est agressive, il y a les flics, il y a tout le monde. Et c'est compliqué d'y aller, mais c'est là où on doit chercher qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et on observe qu'il n'y a pas de lien cognitif, il ne fait pas de lien. Et à la fin, ça entraîne, j'ai vu que ça cesse, je ne me reconnais plus, j'en souffre, je n'en peux plus. Elle est des suicidaires, et le suicide est le seul moyen de s'échapper à la souffrance. Avec un aplat à côté, il n'arrive plus à le voir. Comment évaluer l'imminence suicidaire? Nous avons trois éléments. C'est l'urgence de la situation. Est-ce qu'il y a un risque de passage à l'acte dans les 24 heures? La dangerosité. Avec quels moyens il compte faire? Et le profil du risque suicidaire de la personne, c'est facteur de protection, parce que c'est une balance. Et pour avoir tout ça, c'est créer un climat empathique, une relation de confiance. Donc il faut vraiment être très posé, calme, laisser comprendre qu'on peut tout entendre, ça ne fait pas peur. Évaluer au bon moment, forcément, pas lui poser la question à peine se voir, parce qu'il va se braquer, attendre le bon moment, on va le sentir le bon moment. Et effectivement proposer après une orientation en fonction de ce qu'on peut récolter dans l'entretien. Donc l'urgence, c'est, on évalue est-ce qu'il y a une probabilité de passage à l'acte dans les 24 heures. Donc est-ce qu'une fois que moi je vois, il risque de passer à l'acte.
c'est une notion clinique. Parce que sur la clinique, il n'y a pas de grilles, il n'y a pas des échelles par rapport à ça. On retrouve tout dans notre entretien clinique. C'est tout le contact à l'autre. Donc on va évaluer, est-ce qu'il y a des ruminations suicidaires? Est-ce que vous pensez au suicide? Ok, depuis combien de temps? Combien de fois par jour? Il y a des patients qui disent, mais vous vous rendez compte, du matin au soir, je me réveille avec ça en tête, je me couche avec ça, je n'en peux plus. Je n'arrive plus à contenir, c'est compliqué. Comment elles sont les idées suicidaires? Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils en pensent en scénario? Actif, ça veut dire scénario. Il y a un moyen déjà prévu, ou plusieurs d'ailleurs prévus. Passif, comme je dis, si je tombe malade, ce n'est pas grave. Si la voiture me renverse, ce n'est pas grave. Du malheur qui lui tombe au-dessus, mais de l'extérieur, ce n'est pas lui qui est acteur de ça. Si là, en scénario, les patients me disent, oui, mais j'ai récupéré tous les médicaments de ma grand-mère qui est morte, je dois à la maison tous les traitements cardiaques, j'ai compté, ça me suffit assez, j'ai regardé sur Internet. Donc, où, quand et comment? Ok, quand vous avez compté faire ça? Où? Les patients disent, mais je sais, demain, ma famille part en sortie scolaire, mon mari les accompagne, ils ne vont pas entrer seulement tard le soir, c'est là le moment. Ou ça va être, je ne veux pas le faire à la maison pour ne pas traumatiser mes enfants, je vais le faire dans la forêt ou loin de tout le monde, comme ça je ne suis pas trouvable, etc. Et comment? Bah forcément, le moyen. Et comment il est le moyen? Et quand on discute avec le patient, on dit, ok, donc on apprend tout ça, comment voyez-vous les choses? Est-ce qu'il y a des personnes qui pourront venir vous aider? Est-ce qu'il y a des patients qui disent, mais je ne vois pas de solution, pour moi il n'y a pas de sens dans la vie, j'en souffre de temps. Ou il y a des patients qui disent, ouais, je rumine, je pense à ça, mais bon, ce soir je vais entrer, je vais appeler ma meilleure amie, je crois que j'ai besoin d'être entourée, demain je vais voir ma grand-mère. Voilà. Ils vont mettre des choses en place, là on sait qu'on peut encore un petit peu attendre et le revoir d'habitude dans une consulte post-urgence 48 heures après. Donc, on dit que le processus suicidaire, donc il y a un risque entre 24 et 48 heures. Moi, aux urgences, je prends les 24 heures. Je n'attends pas les 48 heures. Ok, dans les 24 heures, qu'est-ce qui va se passer? Comme je dis, on observe aussi, on en a parlé tout à l'heure, tous les symptômes qui viennent avec le patient. Il est agité, il n'est pas agité, il y a désespoir, est-ce qu'il est agité, est-ce qu'il est désorganisé, est-ce qu'il y a des prises de toxiques aussi. C'est très compliqué d'évaluer s'il y a une prise de toxique. Et comment il communique. Et qu'est-ce qui s'est passé? On essaie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Et depuis, on apprend, bah oui, ma grand-mère elle est morte. 2 semaines avant, mon enfant s'est fait exclure du collège. Un mois avant, j'ai perdu mon travail. Et en fait, plus on remonte, plus on trouve tout ce qui a fait que la base elle est complètement remplie. La dangerosité, c'est le moyen létal. Si un patient dit oui, je veux faire un IMV, donc une intoxication médicamenteuse, mais j'ai que le droit de Doliprane et 12 passe-fonds. Ok, bon, ce n'est pas bien. C'est grave parce que ça montre qu'il y a une souffrance, mais ce n'est pas létal en lui-même. Par contre, si tu dis, ben, je veux un tir en balle et j'ai une arme à feu à la maison, elle est chargée, elle est à côté de mon lit, là, effectivement, on se dit, ben, il ne va pas rentrer chez lui avec l'arme qui est chargée à côté de son lit. Donc, on cherche, d'habitude, c'est les IMV, les pendaisons, c'est récurrent. On a déjà eu des patients qui ont mis à la corde dans le sac. Surtout les hommes. Arme à feu, il y a. Pour moi, c'était pas mon habitude, mais maintenant je pose la question, est-ce que vous avez une arme à la maison? Parce qu'il y a beaucoup des armes de chasse surtout. La défenestration aussi. Après, si je dis, ouais, j'habite au rez-de-chaussée, bon, on sent qu'il ne va pas bien, mais c'est au rez-de-chaussée, donc on va essayer de voir ce qu'on mobilise autour. Et si elle habite au 8e étage, comme ça nous arrivait dimanche dernier, la patiente habitait au 8e étage, on a dit, bon, entre on pose des questions, il ne faut pas avoir peur, il faut poser des questions bien précises. Les patients, ils nous disent, mais limite ça les soulage, je veux dire. Ils sont rassurés parce qu'ils sont moins seuls et plus entendus. On s'inquiète pour lui, on leur dit, on s'inquiète, je m'inquiète aujourd'hui pour vous. Vous êtes en souffrance, on sent que vous n'allez plus, et il dit, oui, mais je n'en peux plus. Je tire sur quelque chose. Il y a un patient qui m'a répondu ce matin, oui, je tire sur quelque chose qui limitait l'inexistant. Donc, c'était la fracture complète. Et attention, il y a plusieurs moyens qui sont envisageables. D'habitude, on n'a pas commencé seul. On prépare le plan 1 et le plan 2. Quand on peut, on essaie de mettre à distance. On peut appeler les familles quand le patient veut, parce que s'ils sont majeurs, il faut l'accord de patient pour voir les familles, je vais l'expliquer.
Avec de la fumée, on peut mettre à distance les médicaments, faire le ménage dans la maison, enlever l'alcool, attention à l'alcool parce que ça désinhibe aussi, donc pour eux c'est plus facile. Les armes à feu, bah, ça vous arrive d'appeler la police ou la gendarme pour récupérer les armes. Toute personne ressource, on essaie de mobiliser au maximum possible. Et prévenir déjà, expliquer ce qui se passe aux patients et les aider pour maintenir le patient en équilibre à l'extérieur, quand c'est possible. Les facteurs de risque, ça c'est le plus intéressant parce que pour moi, c'est le facteur de risque, c'est le terrain de vulnérabilité, c'est la fondation de la maison du patient. C'est le passé, donc le facteur de risque d'histoire et proximité de ce qui lui arrive là tout de suite maintenant, et le passé, ce qui lui arrivait dans son enfance. Est-ce qu'elle a subi de maltraitance, d'abandon, des abus sexuels, des pertes importantes. Ça fait que la fondation elle est fragile. Donc, la construction reste aussi elle-même fragile, et tout ce qui arrive maintenant. La perte d'un travail, la perte d'un enfant, la perte des parents, etc. Et les facteurs de protection, c'est important. Nous, on appelle ça en thérapie brève les facteurs ressources. Interne à soi-même, ses capacités de résilience, en fait, ce qu'elle a pu mobiliser par le passé pour s'en sortir, et c'est important de le savoir. Lui, il va oublier qu'il a des ressources, à nous de remonter tout ça. Et externe, tout ce qui est autour de lui. Donc, j'ai refait un petit peu les facteurs d'histoire, l'antenne. Donc, tout ce qui est facteurs biologiques, génétiques, donc maladie de naissance, maladie génétique, tout ce qui a pu fragiliser son enfance. Les facteurs familiaux d'adversité précoce, donc psychopathologie parentale. Si les parents ont été souffrant d'une pathologie psy avec forcément de négligence. Aussi, des parents, il y a eu plusieurs passages à l'acte suicidaire, l'enfant est assisté. Les conflits, les séparations dans jeune âge, les pertes. Les abus, les violences, je pense que vous le savez, c'est des jeunes qu'on retrouve maintenant qui sont complètement marqués par les abus sexuels des parents, des voisins, etc. Et effectivement, tout ce parcours qui n'était pas vraiment soigné. L'enfant n'était pas aidé dans ça. Après, les facteurs individuels, c'est est-ce qu'il a eu des tentatives de suicide par le passé? C'est un facteur de risque. Est-ce qu'il y a eu des troubles de la santé mentale? Est-ce qu'il est souffrant de pathologie psychiatrique? Est-ce qu'il a eu une pathologie psychiatrique dans l'enfance ou l'adolescence? On voit bien que maintenant on parle de plus en plus des troubles de neurodéveloppement, donc TDAH, entre autres, autisme, entre autres, qui fragilisent un enfant énormément. Les TOP, les troubles d'opposition et de provocation. Les difficultés de coping, c'est des personnes qui ont eu du mal à remonter la pente, ils ont du mal à s'adapter au reste de leurs problèmes. Et effectivement, on peut voir s'il y a eu des traits de personnalité ou des styles cognitifs, surtout troubles de la personnalité, ça on les voit très vite. Les personnalités qui sont plus impulsives ainsi que le risque de passage à la très important. On demande aussi est-ce qu'il y a eu des harcèlements scolaires, ça fragilise les difficultés scolaires, décrochage scolaire, difficultés professionnelles, quelqu'un qui a changé de travail tout le temps et qui perd toujours son travail et qui n'a pas une situation stable. Pareil, des pertes, des séparations, les deuils ou des événements violents. Donc tout ça, ça va faire un terrain déjà de vulnérabilité. Moi, j'appelle la fondation de notre maison et avec qui comment on va construire après. Les facteurs proximaux, tout ce qui se passe maintenant dans sa vie, donc est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle a une relation stable, est-ce qu'elle a une séparation individuelle, pareil, on reprend, est-ce qu'il y a des tentatives de suicide, est-ce qu'il y a des troubles mentaux diagnostiqués, est-ce que d'aujourd'hui peut être schizophrénie, c'est très important. La personnalité, est-ce que c'est une personnalité borderline, est-ce que c'est une personnalité impulsive, est-ce qu'il y a des comorbidités, est-ce qu'il y a une consommation d'alcool massive par exemple, c'est une façon de coping pour lui, c'est un facteur de risque parce que ça va désinhiber plus vite. Est-ce qu'il y a des comorbidités somatiques qui arrivent, par exemple des maladies graves? Moi j'ai un jeune homme là actuellement, il a été diagnostiqué avec une maladie grave, et il y a eu passage à l'acte parce qu'il ne supporte pas l'idée, et parce que pour lui c'est compliqué de se voir handicapé à vie. Et l'impulsivité, c'est très important. Dès que nous avons des traits impulsifs qu'on retrouve dans l'enfance, on sait qu'il y a un risque de passage à l'acte, une frustration. C'est important. Et après, on essaie de trouver qu'est-ce qui se passe. Pourquoi c'est quoi la goutte qui a débordé le vase? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des harcèlements au travail? Est-ce qu'il y a eu des difficultés scolaires? Là, je parle des enfants. Est-ce qu'il y a des difficultés professionnelles? Pareil, par séparation, deuil, donc la même chose.
Est-ce qu'il y a eu des événements violents? On pose beaucoup de questions aux femmes qui sont battues, harcelées, ou des jugements, ou de mise à l'écart de la société, dans sa communauté. Donc on questionne tout. Et ils ne font pas faire le lien vraiment avec leur état. C'est là le trouble cognitif qu'on va avoir. La difficulté cognitive, c'est qu'eux vont livrer des éléments, mais il n'y a pas de lien entre eux. Ils ne vont pas faire le lien pour comprendre qu'ils sont comme ça. C'est une accumulation des événements. Donc ça va être un rôle aussi. Et le facteur de protection, c'est interne, c'est sa capacité de demander de l'aide. Il y a des patients qui arrivent nous dire, mais là aujourd'hui je ne tiens plus, ça va craquer. Et à la base, une bonne estime de soi qui est valorisée, une bonne estime de soi, ça veut dire qu'ils sont valorisés aussi par l'entourage, par la société, par ce qu'ils réalisent, avec une bonne affirmation de soi, avec une bonne capacité de dire non. La résilience, la capacité de mobiliser toutes ses ressources adaptatives, les éléments positifs de sa vie, de sa personnalité. Et ça, on les retrouve sur leur parcours de vie. Mais comment vous avez fait? Vous avez subi ça et ça. Comment vous avez fait? Et tu réponds, j'ai fait ça, ou je me suis concentrée sur ça, ou j'ai eu mes amis. C'est des personnes qui arrivent me dire, mais oui, j'ai réussi à remonter grâce à ça. Mais là, et après, forcément, ils vont dire, mais là, je n'arrive plus. Et c'est là où il y a de quoi partir. Nous avons quelque chose. Et qu'il y a des bonnes stratégies de copie. Au niveau externe, c'est les personnes qui ont un soutien familial. On a bien vu que les personnes qui sont bien entourées, on arrive plus facilement à remonter la pente avec eux, qu'ils ont un bon réseau social aussi, qu'ils ont des enfants en bas âge et une bonne relation avec eux. Quoique, attention, nous on pose en systématique la question chez les jeunes mamans ou les jeunes femmes, avez-vous pensé de passer à l'acte avec votre enfant? C'est horrible, mais on pose la question parce que c'est très important. Ouais, on pose des questions aussi aux hommes, ok, vous êtes en train de vous séparer, vous n'avez pas la garde de votre enfant, vous avez passé là, avez-vous pensé aussi à un moment donné de passer là, de prendre votre enfant avec vous? Il répond toujours, il dit, mais non, mais comment vous pouvez dire ça, jamais de ma vie, il dit, mais oui, ça ne passe pas la tête. Et, attention, ils pourront répondre positivement aussi. S'ils ont des relations amicales de qualité, s'ils ont des animaux de compagnie, chat, chien, ça aide vraiment. Il y a des patients qui disent, mais je suis venue, mais je ne veux pas passer là, que j'ai mon chat ou j'ai mon chien, je ne peux pas le laisser. Tout autant qu'on a pu avoir des patients qui ont tué leur chat et qui sont suicidés derrière. Le chat n'était pas sauvé, mais eux, oui. Mais ça compte, animal de compagnie, ça compte beaucoup. S'ils sont scolarisés, s'ils ont un travail, et la forte croyance religieuse. C'est une question qu'on pose quand même. Est-ce que vous êtes croyante, pratiquant, pas pratiquant? C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas toujours évident qu'on pose la question de religion, mais ça aide beaucoup pour ceux qui sont vraiment croyants. Là, j'ai essayé de faire un petit tableau pour vous repérer. C'est pas autant carré et logique dans la vie de tous les jours hein, quand on analyse. Donc l'urgence c'est l'effet quand il y a une bonne alliance thérapeutique, on le sent, le patient se livre facilement, il trouve des solutions avec nous, il arrive à s'apaiser. Il parle, on sent qu'il veut communiquer, il veut comprendre. Il cherche des solutions à ses problèmes avec nous. Il pense au suicide, mais ça reste très facile. Il n'y a pas de scénario, il n'a pas pensé plus loin. Il essaie de trouver des solutions et des mois, il m'a dit bah oui, mais je sais que je ne vais pas bien, je vais aller voir des amis, ou je vais rester avec eux. Il essaie encore de mettre des choses en place. Donc, quoi qu'il en soit, on ne va pas le laisser sans suivi, mais on sait qu'on peut le laisser sortir. Et on sent qu'au niveau psychologique, il n'y a pas une crise émotionnelle assez importante. On peut connecter. Donc là, d'habitude, on essaie de reconvoquer dans les 24-48 heures, on met un suivi en place, on essaie de contenir, l'accompagner en extérieur. L'urgence moyenne, on sent qu'il est isolé, qu'on n'arrive pas à avoir des personnes ressources rapidement proches de lui. Il a besoin d'aide, exprime directement ou indirectement son désarroi, donc on observe une certaine ambivalence aussi, l'ambivalence vient avec la crise suicidaire. Il dit clairement qu'il en souffre et qu'il ne voit pas des autres recours que le suicide pour arrêter cette souffrance. Il a un scénario, mais il n'y a pas encore la date. Il dit non, mais j'attends, peut-être j'ai un entretien pour un travail d'ici une semaine, on va voir ce qui se passe. Si je l'ai, pourquoi pas, mais si je ne l'ai pas, voilà. Le suicide est visé clair, il est nommé comme tel. Et on sent qu'en émotion émotionnel, c'est très fragile.
Et là, on commence à se poser la question, ok, à quel degré on peut le laisser en extérieur? Est-ce qu'on peut, ça suffirait un suivi ambulatoire ou au contraire, on le met en centre de crise de 3 jours, le temps qu'on désamorce la crise? L'urgence est élevée, là c'est effectivement le patient est très isolé, on a des symptômes qui sont clairs et évidents pour nous, ou de l'état de tristesse, des horreurs, impuissance, perte de l'espoir, avec le corporel, le non-verbal qui vient avec, ou un état d'agitation important, on sent que ça prend toute la place. Il décrit clairement qu'il n'y a plus rien à faire pour lui, qu'on ne peut rien y faire pour lui d'ailleurs. Il ne voit rien d'autre que le suicide pour arrêter la souffrance. Il y a un scénario, il y a les moyens qui sont portés à la main. Et qu'effectivement, on n'arrive pas, on sent qu'il n'y a pas de lien vraiment réel créé, il n'y a pas une alliance. Cette registre-là, effectivement, on hospitalise tout de suite pour mieux comprendre et mieux pouvoir aider derrière. Donc on ne laisse pas sortir des urgences. Là, je fais ça parce que c'est un petit peu ça ce qui se passe pour nous. C'est quand un patient qui est en crise, le cerveau il est tout petit, c'est pas parce qu'il est débile. Mais les émotions prennent toute la place. Donc si on essaie de communiquer de cerveau à cerveau, donc de cognitivo cognitif, ça ne se passe pas. Ça ne marcherait pas. Ça peut énerver le patient. Donc, en première ligne, quand on a un patient en crise suicidaire, on va communiquer sur l'affectif, que sur les émotions. C'est pas facile tout le temps. On n'essaie pas de poser des questions cognitives. Mais pourquoi vous dites ça? Mais expliquez, il ne pourrait pas. Et ça va l'énerver encore plus. Donc, on va communiquer, mais je vois que vous êtes mal. Il y a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que vous ressentez là haut au niveau de votre corps? Jusqu'on sent que le côté émotionnel descend un petit peu. Et que ça laisse la place au côté cognitif. Sinon, on ne pourrait pas. Ça ne marcherait pas. Ils sont tellement immergés par des émotions qu'on ne peut pas continuer. Donc il ne faut pas oublier que pour la crise suicidaire, le mot le plus important, c'est la souffrance. C'est des patients qui en souffrent énormément. C'est le cœur de notre crise suicidaire. Ça demande beaucoup de notre empathie, de notre présence, de notre patience. C'est des patients qui vont avoir du mal à verbaliser. C'est des patients qui vont avoir du mal déjà à reconnaître leurs émotions. Ils sont en difficulté. Ça nous inquiète. Moi, je leur dis, ça m'inquiète beaucoup ce soir. Je ne comprends pas tout, c'est compliqué pour vous, c'est très difficile, donc je vous propose de rester. Et il y a des patients qui me disent, mais je suis dans un pays libre, je fais ce que je veux, si je veux mourir, je veux mourir. Ça où je dis, mais non, mais je m'inquiète et je ne peux pas vous laisser en souffrir comme ça. C'est très important, c'est des patients qui vont tout faire pour repousser, ou nous pousser au plus long possible d'eux. C'est pas toujours évident, surtout quand ils sont agressifs. Voilà. C'est un résumé de 2 modules, hein, mais c'est pas vraiment une formation, c'est une sensibilisation. Merci beaucoup. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention du suicide, il y a 2 dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années. Le premier dispositif, c'est le dispositif Vigilance. Qui connaît Vigilance? C'est bien. Donc le dispositif Vigilance, il a été créé en 2015 dans les Hauts-de-France, où il y a beaucoup de choses qui se font dans les Hauts-de-France en termes de santé mentale. Et donc le CPN, le Centre psychothérapique de Nancy à Laxou, a initié en même temps la mise en œuvre du dispositif en Lorraine, donc avec un centre basé à Nancy. Donc le dispositif Vigilance, on est dans ce qu'on appelle la post-vention, c'est-à-dire après un passage à l'acte suicidaire, après une tentative de suicide. Alors, au départ, il n'y avait que Nancy qui fonctionnait, et depuis, il y a les centres de Reims et de Strasbourg qui se sont mis en place, donc les 10 départements du Grand Est sont couverts par le dispositif Vigilance. Alors, un peu petit. Donc là, ça a été directement intégré maintenant aussi par l'HAS, et c'est aussi dans les processus de certification des hôpitaux. Donc maintenant, c'est pour avoir une bonne note à la certification, il faut normalement systématiquement dans les urgences, une fois que si quelqu'un se présente aux urgences suite à une tentative de suicide, il doit être inclus, en tout cas on doit lui proposer d'entrer dans le dispositif Vigilance. Donc le dispositif Vigilance, c'est un dispositif de veille
qui va proposer une veille pendant 6 mois. À savoir que, en gros, 75% des réitérations de gestes suicidaires ont lieu dans les 6 premiers mois qui suivent la première tentative de suicide. Et on sait aussi que quelqu'un qui a déjà fait une tentative de suicide multiplie son risque de 20% de faire une autre tentative de suicide. Donc le dispositif Vigilance, c'est un dispositif de veille qui assure un recontact systématique par téléphone et par carte postale des patients suicidants qui ont été pris en charge pour une tentative de suicide. Et donc la veille, elle dure 6 mois. Et vraiment, l'objectif de la veille, c'est de maintenir un lien parce que ces personnes ne sont pas seules. Donc on maintient le lien, on cultive le lien et on maintient le lien. Ce qui est important dans ce que je viens de lire, c'est que ça s'adresse aux patients suicidants qui ont été pris en charge. Les entrées dans le dispositif Vigilance se font par des professionnels de santé. Donc quand il va aux urgences, il faut que les urgences, le médecin des urgences, l'infirmier des urgences, fassent l'entrée dans le dispositif. Donc il y a un formulaire à remplir, il faut que la personne soit d'accord, effectivement. Et il faut qu'un professionnel fasse l'entrée dans le dispositif. Un généraliste peut faire l'entrée dans le dispositif. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Il y a une semaine, j'ai pris les médicaments, ça n'a pas marché, je me suis réveillée le lendemain matin, après avoir dormi 24 heures ou 48 heures. » Il y a possibilité de l'entrée dans le dispositif. Une infirmière libérale, pareil. Tous les professionnels de santé peuvent le faire. On prend en général... il y a une limite qui est fixée à 3 semaines, mais qui est mobile hein, en fonction aussi des situations. C'est sûr que si quelqu'un vous dit il y a 6 mois j'ai fait une tentative de suicide, ça reste quand même à questionner, mais l'entrée dans le dispositif n'est plus pertinente. Donc il faut, important qu'un professionnel de santé fasse l'entrée dans le dispositif, et puis on compte sur vous aussi à ce niveau-là, parce que vous êtes effectivement une porte d'entrée dans le dispositif. Une fois que la personne est entrée dans le dispositif, on lui remet aussi une petite carte, il y a un numéro vert, et donc cette personne peut appeler le numéro de vigilance. Alors, vigilance, ça fonctionne la journée, hein, sur Nancy c'est 9h-19h du lundi au vendredi, mais quand la ligne est fermée, il y a un répondeur qui dit qu'il est possible de téléphoner au 3114. Donc il s'agit d'un dispositif de soins qui s'inscrit en complément des autres dispositifs de soins existants. Vigilance ne se substitue pas à un suivi avec un psychologue, un psychiatre ou au CMP. Et l'objectif est de réduire le nombre des réitérations suicidaires ainsi que la mortalité par suicide en créant avec l'ensemble des intervenants concernés un véritable filet de sécurité autour du patient durant la période aiguë qui suit le passage à l'acte suicidaire. À savoir que quand quelqu'un passe aux urgences, par exemple, après une tentative de suicide, normalement, il y a quelque chose qui est proposé. En tout cas, il devrait y avoir quelque chose qui est proposé. Si la personne est déjà suivie, on va réactiver le suivi. On va dire qu'il faut retourner au CMP, il faut reprendre rendez-vous avec le médecin psychiatre. Et s'il n'y a rien qui était déjà mis en place, on va essayer. Alors, malheureusement, parfois aussi, ça se limite à donner le numéro de téléphone du CMP, puis on sait qu'après, on téléphone et il n'y a pas de rendez-vous tout de suite. Donc, au niveau de vigilance, il y a le suivi qui a été proposé et transcrit hein, sur la feuille d'entrée. Et donc, les vigilanceuses, c'est comme ça qu'on appelle les infirmières qui téléphonent. Quand elles vont téléphoner après à la personne, elles vont vérifier, vous en êtes où? Est-ce que vous avez pris rendez-vous? Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce qu'on peut vous accompagner? Est-ce qu'on peut vous aider? Et elles vérifient comme ça sur toute la période de la veille que ce qu'on appelle le plan de soins a bien été mis en place. Donc voilà, ça c'est l'algorithme qu'on suit. Alors, à partir du moment, ce qu'on considère comme date d'entrée hein, dans le dispositif, en tout cas pour le début de la veille, c'est la date du passage à l'acte. Ensuite, entre J10 et J20, il y aura un premier appel. Donc les personnes sont au courant, hein, puisqu'elles ont été informées qu'elles entraient dans le dispositif. Et à J10, J20, il y a un premier appel parce que après un passage à l'acte, en général, hein, c'est ce qu'on voyait sur le diagramme tout à l'heure, ça redescend. La crise elle est passée, on se sent mieux, ça redescend. Et puis voilà, en 10-20 jours, ça peut aussi, la période un petit peu calme et apaisée,
ça revient. En plus, il y a eu un passage aux urgences, on y reste un certain temps, il peut y avoir des tiers qui ont été informés, et puis il faut rentrer chez soi, on est éventuellement quelques jours en maladie, et puis à un moment, il faut quand même retourner au travail, et puis ben, c'est aussi les problèmes qui reviennent, parce qu'en fin de compte, rien n'a été réglé. Donc ça peut être des jours un petit peu critiques, c'est pour ça que le premier appel, il intervient à ce moment-là. Ensuite, il y aura un autre appel à 3 mois, et il y a possibilité d'un autre appel à 6 mois. Ça, c'est le minimum qui est prévu. Si, au moment des appels, il est détecté un besoin de plus, il y a des appels intermédiaires qui sont passés effectivement. Donc ça, c'est les appels à J10, 3 mois, et en général 6 mois aussi. C'est les appels qui sont passés systématiquement de vigilance vers les personnes qui sont passées à l'acte. Et puis, elles ont le numéro de téléphone, le numéro vert, et elles peuvent, elles, téléphoner une fois par semaine si elles veulent, ou plus si elles veulent. Parallèlement à ça, on va envoyer aussi des cartes postales. Alors, il y a 4 cartes postales qui vont être envoyées à un mois d'intervalle. Alors, c'est des cartes postales, j'en ai ramené quelques-unes aussi, je pourrais vous les montrer, qui simplement disent on prend de vos nouvelles, voilà, vous n'êtes pas seul. Les gens, à un moment, ils ouvrent leur boîte aux lettres, ils voient la carte postale, ils voient le dispositif vigilance. On rappelle à ce moment-là aussi qu'ils peuvent nous téléphoner. C'est vraiment pour maintenir le lien. Alors ça paraît désuet, les cartes postales, mais ça marche encore très très bien. Et il y a des personnes qui vont appeler à ce moment-là pour dire merci pour la carte postale. Et puis ouais, ça fait du lien parce que ça discute. Et il y a des personnes qui vont répondre aussi, qui vont réécrire. Voilà, c'est un dispositif de veille. Vraiment, l'objectif, c'est le maintien du lien et ça fonctionne bien comme ça. Et effectivement, quand on a ce lien-là, ça peut paraître pas grand-chose, mais en tout cas, on n'est pas seul. À la sortie du dispositif, donc à 6 mois, il y a un courrier de clôture qui est envoyé avec... Alors, à chaque contact téléphonique, de toute façon, il y a un courrier de liaison qui est fait vers le médecin traitant ou le psychiatre traitant qui a été enregistré. Donc, on dit... Voilà, il a été contacté, voilà ce qui se passe, le plan de soins est suivi ou pas, ou il faudrait peut-être aussi le contacter, le voir. Et à 6 mois, c'est pareil, le courrier de clôture est envoyé aussi au médecin traitant ou au psychiatre traitant. Si jamais il y a un autre passage à l'acte, une deuxième tentative de suicide, sur les 6 mois de la veille, on repart à 0. Ça prolonge de nouveau, ça repart à partir de 6 mois. Donc vigilance, c'est pour les adultes, et puis il y a aussi Vigiteens pour les adolescents, parce que effectivement les chiffres sont en augmentation au niveau des adolescents. Alors là, il y a quelques études qui sont sorties, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment les jeunes filles de 12 à 17 ans, c'est assez inquiétant. On ne sait pas encore trop pourquoi, ça n'a pas non plus été identifié en termes de cause, mais voilà, on constate qu'effectivement, il y a une augmentation, surtout chez les jeunes filles de 12 à 17 ans. Donc, il n'y avait pas grand-chose pour les adolescents, et puis c'est toujours un petit peu délicat aussi, autant le suicide, c'est déjà un sujet tabou, le suicide chez l'adolescent, c'est encore pire. Et puis, donc, il y a une étude qui a été menée et le dispositif Vigiteens a été mis en place dans le Grand Est. Ça a été lancé en octobre 2022 sur la Lorraine. Donc, ça a été adapté suite à une étude et puis à ce qu'il a été remarqué, la spécificité clinique des adolescents. Donc, il y a une étude qui a été menée par le professeur Ligier, qui est donc notre pédopsychiatre et le médecin coordonnateur. Et le médecin coordonnateur au Centre régional de prévention du suicide de Nancy. Donc, il a été prévu de s'appuyer sur le dispositif vigilance et de l'adapter aux adolescents. Donc, on a ajouté des SMS. C'est sûr que ça évolue vite. Ça a été lancé en octobre 2022, donc l'étude a été faite avant. Le SMS est encore très bien. Alors, c'est sûr que maintenant, même le SMS chez les ados, c'est pas toujours ce qui est le plus utilisé, mais bon, on s'adapte. En tout cas, voilà, donc ils reçoivent des SMS. Et donc au 31 décembre 2023, parce qu'on n'a pas encore sorti les chiffres de cette année, il y avait 175 patients mineurs qui étaient entrés dans le dispositif Vigiteens en Lorraine. Donc le dispositif adapté, alors on retrouve un petit peu l'algorithme de vigilance.
Donc s'ajoutent les SMS. Alors on commence à J7, hein, les adultes, le premier coup de fil c'est à J10. Les ados, on commence à J7 parce que ils n'ont pas d'arrêt de travail. Alors effectivement, les 2-3 jours qui suivent un passage à l'acte, ils ne vont pas aller au collège ou au lycée, mais souvent ils y retournent quand même assez rapidement. C'est vrai qu'au bout d'une semaine, souvent ils reviennent au collège ou au lycée, et comme souvent il y a du harcèlement aussi à la base, le retour à l'école, ça veut dire le retour avec les harceleurs. Donc c'est une période critique, donc c'est à ce moment-là qu'on envoie le premier SMS. Donc il y a 4-5 SMS, il y a les appels, comme pour vigilance, il y a un premier appel entre J10 et J20, il y aura un appel à 3 mois et il y a un appel à 6 mois. Et puis on envoie quand même les cartes postales, parce que l'étude a montré que la carte postale, ça leur rappelle la carte postale de papy-mamie quand ils partent en vacances. Donc c'est un souvenir agréable aussi. Alors on leur a fait choisir en plus, il y a une petite étude de carte postale qui a été faite, et puis il y a un panel d'ados qui a choisi les cartes postales. C'est pas exactement les mêmes que Vigilance, mais il y en a des communes aussi. Enfin, voilà, il y a de la couleur, il y a du noir et blanc, il y a en général des grands espaces, c'est pas forcément des trucs de street art ou qu'on pourrait attendre chez les ados. Il y a un lien qui est fait avec les parents. Pour entrer un adolescent dans le dispositif, on a besoin de l'accord oral d'un des deux parents, ou de l'autorité parentale. Parfois il y a des mineurs qui vont être placés dans des foyers. Et puis donc à 6 mois, il y a un bilan qui est fait, donc à la fin de l'année, à 6 mois, il y a un bilan qui est fait avec l'adolescent, avec les parents, et bien sûr, il y a des comptes rendus qui sont envoyés aux référents médicaux. Et puis on a adapté aussi les horaires du dispositif vigilance pour pouvoir joindre les ados. À la base, vigilance, ça fonctionnait de 9h à 17h. Et donc, c'était très chargé le mercredi après-midi. Pour avoir les ados, c'était un petit peu compliqué. Et donc, maintenant, ça fonctionne de 9h à 19h. Et c'est vrai qu'en fin de journée, après 17h, on arrive plus facilement à voir les ados. Et eux-mêmes, ils téléphonent plus souvent sur cette tranche-là. Donc, on arrive plus à faire ce que les appels aboutissent sur la tranche 17-19h. Chiffres. Donc là, vous voyez au niveau du Grand Est, donc sur le centre de Nancy, donc on a ouvert en janvier 2019. Jusqu'à présent, donc sur le dispositif Vigilance Vigitins, on avait fin 2023 1892 entrées, dont 175 mineurs. Et puis donc voilà, ça va en augmentant. Alors forcément sur les autres centres du Grand Est, Strasbourg et Reims, les chiffres ils sont moindres parce qu'ils ont ouvert plus tard. Ils ont ouvert en octobre 2020 ou en janvier 2021. Donc au niveau du territoire français, fin 2023, il y avait 35 200 personnes qui étaient entrées dans le dispositif. Ça paraît beaucoup ? C'est beaucoup. Eh bien ça n'est pas. On compte quand même en général en France, on estime qu'il y a 200 000 tentatives de suicide par an. Alors, on estime parce que il y a sur ces 200 000, il n'y a que 78 000 passages aux urgences. Parce que pour beaucoup, c'est prendre des médicaments et se réveiller 48 heures plus tard. C'est loupé. Voilà, c'est non médicalisé. Donc, quand c'est pas signalé, c'est pas compté. Donc, on sait de manière certaine qu'il y a 78 000 passages aux urgences, à condition aussi qu'au niveau des urgences, il soit bien coché, qu'il y a eu un passage à l'acte suicidaire. Il y a des tentatives de suicide qui peuvent aussi passer inaperçues, des accidents de la route, des overdoses, même médicamenteuses, parfois aussi, on ne sait pas toujours comment c'est compté, donc on estime qu'il y a 200 000 tentatives tous les ans. Donc sur les 78 000 passages annuels aux urgences, il devrait y avoir 78 000 entrées dans vigilance. Ouais. Voilà. On n'y est pas encore, mais... Est-ce que vous avez une idée de la topographie des patients Est-ce que c'est pas régionalisé? Bon, c'est sûr, forcément, il y en a plus autour des villes, mais est-ce que l'information a vraiment pénétré les territoires? Je pense à la Meurthe-et-Moselle, parce que là, c'est Nancy. L'information, Les dispositifs Nancy sont un peu Nancy.
Et est-ce que, voilà, Alors, on se prennent regardez jusqu'où on vient. se prennent messe. Il y a effectivement, il y a tout un travail à faire. Bon, alors, sachant que ces dispositifs-là, ils sont quand même encore assez récents, hein. Bon, en vigilance, c'est encore un peu plus ancien que le 31-14. Même c'est vrai qu'on dit, voilà, le 31-14, ça a même pas 3, enfin, ça a 3 ans maintenant. Sur des dispositifs comme ça, c'est tout récent, hein, le temps de mettre en place et puis que ça se répande. Et puis, c'est vrai que vigilance, il faut... alors, on prend notre bâton de pèlerin et puis on y va. Au niveau les services d'urgence sont ce qu'on appelle nous des gros prescripteurs. Donc effectivement, voilà. Alors c'est sûr que Nancy, nous en plus, on travaille pour le CPN, mais on est physiquement au CHRU. C'est sûr que par rapport aux urgences psychiatriques de l'hôpital central, on est directement en lien. D'ailleurs, les vigilanceuses, elles passent tous les matins aux urgences récupérer les fiches. Vous avez un système On fait ce qu'il faut pour qui faciliter. réactive régulièrement. Voilà. On ne peut pas le faire partout. Ce qui se passe aussi, et qui est délétère vraiment au dispositif, c'est le turnover qu'il y a dans les équipes. Ah oui. Parce qu'on va faire le tour des urgences, 1 an plus tard. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés. Alors parfois l'info se transmet et puis on sait aussi comment ça se passe. Il y a tellement de choses et puis voilà. Donc on fait, hein, voilà, on est là ce soir aussi pour ça parce qu'il y a des prescripteurs dans la salle et ça ne peut que augmenter. Après, voilà, il faudra vous aussi diffuser l'information. Oui, auprès de c'est vos- notre rôle aussi, du CPTS évidemment. Donc ça, c'était pour le dispositif vigilance. Donc on est dans la post-vention, c'est-à-dire après un passage à l'acte. Autre dispositif, le 31-14. Donc le 31-14, c'est le guichet privilégié d'entrée dans les dispositifs de prévention du suicide. On est sur tout le territoire, Hexagone et Outre-mer. Le numéro, il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc le 31-14, c'est un service assuré par des professionnels de soins spécifiquement formés pour assurer des missions d'écoute, d'évaluation, d'orientation et d'intervention au sein de centres régionaux répondants. Le numéro est confidentiel et gratuit. Alors le numéro est confidentiel, il n'est pas anonyme, il y a une petite subtilité. C'est confidentiel, c'est-à-dire que voilà, on est des professionnels de santé, mais on fait des dossiers, hein, comme tout le monde professionnel de santé, et puis c'est confidentiel comme un dossier de soins. Ce qui peut être compliqué, c'est que parfois les personnes nous appellent, on leur demande leur nom, prénom, on nous dit « Ah bon, je croyais que c'était anonyme ». Non, c'est pas anonyme, on explique pourquoi, et puis on répond quand même. Hein, quelqu'un qui ne veut pas nous donner son identité, on répond quand même. De toute façon, assez souvent, après entretien, ils nous donnent finalement. Ils nous donnent leurs coordonnées. Parfois, ils vont nous donner juste un pseudo. Très souvent, on a leur numéro de téléphone qui s'affiche. Ça, c'est très pratique. Et puis, pour les personnes qui appellent en anonyme, on va leur dire, écoutez, si jamais ça coupe, je ne pourrai pas vous rappeler. Donc, on essaie comme ça d'avoir le numéro. Et puis, le plus difficile au départ, c'est d'établir du lien. Et une fois que le lien est établi, voilà, en général, on a nom, prénom, adresse, essaye. Donc là, sur la carte de France, vous voyez les 17 centres fonctionne actuellement et donc vous voyez que pour le Grand Est, donc le centre de répondants est à Nancy et donc Nancy répond aux 10 départements du Grand Est principal. Donc quelqu'un qui appelle depuis le Grand Est tombera en priorité sur le centre de Nancy. Au centre de Nancy, il y a 8 répondants, il y a 4 infirmières et 4 psychologues. Et en général, bon après ça peut être amené à bouger, il y a souvent un infirmier et un psychologue. On travaille en binôme, mais chacun a son téléphone, hein, donc on peut répondre à 2 appels en même temps. On travaille en 12 heures, de 9h à 21h. Et comme plusieurs centres, mais pas tous en France, en tout cas encore pour l'instant, on travaille au niveau de la régulation du SAMU 54. C'est-à-dire qu'on est dans la même pièce que les ARM et les médecins régulateurs du SAMU 54. Ce qui peut nous faciliter parfois la localisation des personnes, puisqu'on bénéficie donc des moyens du SAMU à ce moment-là. Alors, il n'y a pas la carte surprise. Alors, au niveau du 31-14, donc c'est un numéro qui est national. Donc le centre de Nancy répond en priorité aux appels qui viennent du Grand Est. Et puis en fait, on travaille aussi en zone. Donc nous, on travaille avec la zone que vous voyez en rose des Hauts-de-France,
avec Paris qui est en bleu, et puis avec Tours qui est bleu. Ce qui veut dire que quelqu'un qui appelle, par exemple jusqu'à Nancy on n'est que 2 personnes, quelqu'un qui va appeler depuis Bar-le-Duc alors que les 2 personnes de Nancy sont occupées, l'appel il va tourner. Donc il va tourner sur l'île, Paris ou Tours. Il y a 3 centres en France qui travaillent en 24/24, c'est Lille, Montpellier et Brest. Donc quelqu'un de Bar-le-Duc qui appelle après 21h va tomber en priorité à Lille. Et puis si à Lille ça ne répond pas, il va tourner. Il y a un algorithme de délai de réponse. Alors c'est vrai, oui, parfois il faut attendre. Parfois il faut attendre avant d'avoir quelqu'un. Le principe fait que normalement il y a de toute façon toujours quelqu'un qui décroche, mais on est un peu victime de notre succès aussi. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'appeler et c'est parfois, voilà, il faut attendre. Alors, qui peut appeler le 3114 ? Donc, nous appellent les personnes en souffrance qui pensent au suicide. Au-delà de ça, on répond aussi en général aux personnes qui sont en détresse. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils pensent au suicide. En tout cas, souvent, les personnes nous appellent en étant en détresse et en ne nous disant pas qu'elles pensent au suicide. Il y a un terme qu'on retrouve souvent, et puis bon, on essaye nous quand même toujours de mettre au clair, c'est les personnes qui nous disent non, j'ai des idées noires. C'est quoi des idées noires ? Souvent on dit idées noires pour pas dire idées suicidaires. Mais en général c'est ça. Donc c'est vrai que nous, très facilement et en général très rapidement, on pose la question. Mais est-ce que vous avez des idées suicidaires ? Si quelqu'un n'a pas d'idées suicidaires, on va dire non. Et par contre, si effectivement quelqu'un en a, quel soulagement de pouvoir enfin discuter de ça avec quelqu'un. Donc, nous appellent les personnes en souffrance qui pensent au suicide, mais aussi les tiers. Alors, ça peut être les proches, alors c'est très général. Hein. Il y a les collègues, il y a la famille, il y a les amis. On a aussi, au niveau des ados, maintenant, des amis virtuels. Donc, c'est, il a posté qu'il voulait se suicider ce soir. Et en fait, ils ne se connaissent pas, ils ne sont jamais vus, ils sont à 2 coins de France. Et c'est pas les appels les plus faciles, à régler. Quand l'entourage inquiet nous appelle, on va très facilement dire à cette personne de conseiller à son proche qui va pas bien de nous téléphoner. Et puis parfois pour s'assurer aussi qu'il y a un contact qui s'établit, on demande au tiers de prévenir son proche en détresse que nous on va le contacter et puis nous on téléphone derrière. On demande toujours au tiers de prévenir parce que ça peut paraître intrusif, quand même, comme ça, de téléphoner. Et puis en plus, il y a le 3114 qui s'affiche sur le téléphone et les gens pensent que c'est de la pub ou pour essayer de leur vendre un truc. Donc pour garantir, mais il faut le dire, sur le dispositif vigilance, par exemple, elles font ça aussi, les vigilanceuses. En général, au premier contact, elles disent aux gens, enregistrez-nous dans le répertoire. Comme ça, quand on vous appelle, c'est vigilance qui s'affiche parce que vigilance, c'est un 0800 et quand vous recevez un appel d'un 0800, décrochez pas. Hein. Donc le 3114, c'est pareil. Donc voilà, on a l'entourage qui nous appelle. Donc s'il faut, on appellera la personne et puis sinon, on donne aussi des conseils sur ce qui peut se faire en termes de suivi, en termes de soins, où on va aussi dire, écoutez, c'est peut-être mieux de l'accompagner aux urgences. De ne pas le laisser seul et puis de l'accompagner aux urgences. Nous appellent aussi les intervenants en prévention du suicide, les professionnels soignants, les professionnels du médico-social. Le SAMU aussi va nous passer des appels, parfois, quand ils ont besoin d'une évaluation. Alors c'est sûr qu'avec le SAMU 54, on a des liens privilégiés, mais pas que. On a les SAMU, tout département du Grand Est, ils ont parfois quelqu'un qui dit qu'il veut en finir, et puis ils nous les passent, et on évalue la situation. Si besoin, on va retourner vers le SAMU pour envoyer des moyens. Et puis sinon, on peut écouter aussi la personne, écouter la détresse et puis garder la personne 45 minutes au téléphone, ce que ne peut pas faire le SAMU. Donc on a des généralistes qui nous appellent pour conseil. On a beaucoup d'infirmières scolaires qui nous appellent, souvent dans leur procédure maintenant. Donc elles nous appellent soit pour conseil, soit elles nous font un petit résumé de la situation, on évalue comme ça, soit on va prendre directement le jeune au téléphone et puis on évalue. Beaucoup d'assistantes sociales qui nous téléphonent aussi, au milieu du social. Et puis donc le 3114, c'est aussi le numéro dédié
pour les personnes endeuillées par suicide. Parce que voilà, alors, tout deuil est douloureux, mais c'est vrai que voilà, les endeuillés par suicide ont beaucoup de mal à trouver autre chose comme réponse que mais non, c'est pas ta faute, mais non, tu pouvais rien voir. Voilà. C'est pas les appels qu'on a le plus non plus, c'est peut-être pas assez connu non plus, le 3114 pour les endeuillés par suicide. Le rôle des répondants, donc l'accueil, l'écoute de la détresse psychologique des usagers, des tierces personnes, des professionnels. Donc, écoute de la détresse psychologique, voilà, c'est vrai que ça c'est long, et puis on n'assure pas de suivi. Normalement, on ne devrait pas téléphoner 20 fois au 3114. On a malheureusement des personnes qui nous appellent plus. On pâtit aussi du fait qu'il n'y a pas de réponse ailleurs, que les CMP sont débordés, que SOS Amitié est débordé aussi. On travaille beaucoup avec SOS Amitié, ils font un super boulot, mais ils ont leurs limites aussi. Donc c'est vrai que voilà, l'écoute de la détresse psychologique, ça nous prend parfois du temps, et puis quand on peut, on essaye aussi de renvoyer sur les lignes d'écoute. Donc on fait une évaluation du potentiel suicidaire et des facteurs de risque, hein, c'est ce qui était présenté sur le diaporama précédent. On va si possible désamorcer le moment de crise, c'est-à-dire que voilà, on est devant ce vase, il y a eu la goutte d'eau, et puis les personnes nous téléphonent, et alors c'est les Canadiens qui disent ça, ils sont forts les Canadiens, qu'une goutte d'eau n'a jamais fait déborder un vase vide. Donc quand on arrive au moment de crise, il suffit d'écoper quelques cuillères, et puis le vase il est plus vide et ça repart. Ça ne veut pas dire que c'est gagné pour autant, ça veut dire qu'on est un petit peu redescendu de la crise, c'est ce que nous on appelle la désescalade. Alors c'est sûr que c'est des appels qui peuvent être longs, et puis après on essaye toujours qu'il y ait quelque chose derrière, ce qu'on appelle nous un plan de sécurité, c'est-à-dire que voilà, il faut soit reprendre rendez-vous, soit prendre un premier rendez-vous, ce qu'on peut plus ou moins accompagner. Parfois on va programmer des recontacts aussi, pour s'assurer que le lendemain, ce qu'on a décidé la veille, ça a bien été respecté et mis en place. On aide aussi à trouver des stratégies de coping. Alors on a un site qu'on met pas mal en avant aussi qui s'appelle Hop Ma Liste. Je ne sais pas si vous connaissez. Tout le monde peut aller dessus et en fait ça permet, alors ça s'imprime même après sous forme de petites cartes, et ça permet aussi en fonction de son mal-être, on va dire, de ce qu'on peut être anxieux ou angoissé ou avoir des idées noires ou des idées suicidaires, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça va pas, je fais ça, je peux sortir le chien, je peux téléphoner à un tel, je peux aller boire le café chez la voisine, je peux faire des mandalas, ça détend, ça fait penser à autre chose, je peux écouter de la musique, je peux prendre un bain chaud, enfin, chacun trouve après ce qui lui convient, et puis évidemment le 3114, il peut être noté aussi sur cette liste-là. On va explorer les facteurs de protection, hein, comme effectivement il était dit aussi sur le diaporama précédent. Alors ça peut être les humains, ça peut être les animaux, ça peut être une activité. Les animaux, c'est vrai que les animaux sont nos grands amis. Quand tu en parlais tout à l'heure, moi ça me rappelait quelqu'un qui m'avait appelé, un jeune homme. Je décroche, 3114, bonjour, il est en crise, il pleure. Alors c'est des pleurs, c'est des cris, je suis en train de m'en prendre, il y a mon chien qui me regarde, qu'est-ce que je fais? Et bien ça paraît tout bête comme ça, mais bon, déjà on demande d'enlever, il s'était mis un câble électrique, d'enlever le câble, et puis après la conversation part sur le chien. Et ça permet de basculer, alors c'est ce qu'on appelle aussi l'ambivalence terminale, hein, c'est quand elle bascule dans le bon sens comme ça, ça fait que les gens nous appellent. Et puis voilà, c'est si vous voulez bien retirer le câble de votre cou, et puis c'est qu'elle rase votre chien. Alors pour l'anecdote, en plus, c'était parti après en rire, et je me suis dit c'est quand même gagné rapidement, parce qu'il m'a dit c'est un petit bâtard. Enfin, c'est un bâtard, voilà, je ne voulais pas dire que c'était un bâtard, comme on peut l'entendre maintenant dans les expressions, et puis... Donc effectivement, on se repose souvent sur les animaux. Il faut savoir que quand on cherche, même au niveau du scénario, ce qui a été établi, après donc on cherche aussi le quand, la temporalité, souvent c'est faut que je trouve quelqu'un pour garder mon chat. Quand j'aurai quelqu'un où ma voisine elle est en vacances, elle revient dans une semaine, je sais qu'elle pourra s'occuper du chat, mais nous on sait qu'on a une semaine aussi pour agir, ça laisse un petit peu de temps. Donc on va informer, orienter, accompagner vers le soin avec la mise en place d'un plan de sécurité, donc ce que je disais tout à l'heure.
On fait la liaison avec les partenaires médicaux, sociaux, associatifs. Très souvent, des personnes qui sont suivies en CMP et puis qui arrivent quand même de nouveau à un état de crise. Alors, nous, on les a souvent au téléphone le week-end parce que le CMP est fermé et ils sont parfois même un peu honteux après de reprendre contact avec le CMP. Ils ont rendez-vous dans un mois. Nous, on leur conseille de rappeler dès lundi. Et c'est pas évident d'avouer parce qu'il y a aussi du lien qui est créé avec le personnel du CMP. Donc, nous, on propose de téléphoner. On appelle le CMP et puis on fait le lien et puis on dit faudrait peut-être lui passer un petit coup de fil ou avancer le rendez-vous. Donc on fait le lien avec le CMP, on fait le lien avec les médecins traitants aussi ou avec l'associatif parfois. Et puis donc on recontacte aussi. Alors on recontacte soit pour prendre des nouvelles directement, soit pour s'inquiéter, s'enquérir de ce qui a été fait par rapport à la veille. On recontacte aussi les personnes alcoolisées, les personnes qui nous appellent alcoolisées avec des idées suicidaires. C'est compliqué d'évaluer les personnes alcoolisées et souvent, quand on arrive quand même à la désescalade, qu'il n'y a pas de risque imminent d'évaluer, on va les proposer de les recontacter le lendemain pour justement mettre en place le plan de sécurité, reprendre rendez-vous. Et souvent, on les appelle le lendemain, ils ne se souviennent pas de la conversation de la veille. Alors, ce qu'on fait aussi des fois avec les personnes alcooliques, c'est on leur dit vous notez 31-14 sur un post-it, vous le collez sur le frigo, 31-14, 10 heures, et puis vous nous rappelez demain à 10 heures. On fait parfois des petites choses, on s'adapte toujours. Quand les personnes en crise nous appellent et qu'on n'arrive pas à désamorcer la crise et qu'il y a danger, donc en fonction du moyen qui est prévu, on va demander à la personne de mettre le moyen à distance. Alors ça peut être de sortir de la pièce, si la personne veut se défenestrer, on va lui dire d'aller dans le couloir où il n'y a pas de fenêtre. Les médicaments, ça peut même être des fois jeter les sous le canapé, mettre des obstacles. En fait. On met des obstacles pour gérer la crise parce qu'on est vraiment sur ce moment-là. Couteau, c'est pareil, on leur dit vous sortez de la pièce. Donc on met le moyen létal à distance, dans l'immédiat, et puis après, sur la durée, quelqu'un qui a beaucoup de médicaments chez lui, on va lui dire de les ramener à la pharmacie. Donc on confie à l'infirmière libérale, parfois ils ont une infirmière libérale, mais ils ont quand même du stock à la maison. Et puis si vraiment, on n'arrive pas à désamorcer ce moment-là, on peut leur proposer d'aller aux urgences. Alors, on peut essayer de trouver un tiers pour les conduire aux urgences. On évite de les envoyer en voiture eux-mêmes aux urgences, parce qu'il y a des risques. Et puis, parfois aussi, parce qu'on sait que c'est difficile d'avoir une ambulance, parce qu'on sait très bien que le SAMU est encombré aussi. Ce qu'on peut faire aussi, s'ils ne sont pas loin, ou si... alors, les transports en commun, ça dépend de l'état de la personne, parce que parfois, ce n'est pas conseillé non plus de monter les transports en commun. On reste avec eux au téléphone jusqu'à ce qu'ils arrivent aux urgences. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'arrive rien, ils ne sont pas tout seuls, on les accompagne. Et puis quand ils vont aux urgences, on sait malheureusement aussi que souvent il va y avoir retour à domicile après. Donc on leur propose de les rappeler dans 4 heures, dans 6 heures, ou le lendemain pour savoir ce qu'il en est. Et puis vraiment, si besoin, nous on se met en lien aussi avec les SAMU, on a un lien privilégié avec tous les SAMU. Donc du coup, même par rapport à Lille, Paris, tout ça, ils connaissent très bien 31-14. Et puis, on demande l'envoi de moyens. Pardon. Et puis, on va rester avec eux au téléphone jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. C'est en gros 10% des appels. 10% des appels qu'on reçoit se terminent par un appel au SAMU de notre part. Ce qui est étrange, c'est que vous n'avez pas cité à aucun moment dans le parcours le médecin généraliste. Si, j'ai dit qu'on l'appelait. C'est vrai. Non, mais pas traitant, mais dans le cadre des gardes ou des week-ends, vous appelez éventuellement médecin de garde ou pas? C'est ce qu'on fait. Après, on est en difficulté aussi par rapport aux généralistes et puis on est en difficulté aussi par rapport aux connaissances qu'on peut avoir, nous, du maillage parce que, Nancy, ça va. Même par rapport à sur le Grand Est, c'est vrai que Reims, Troyes, on n'a pas les mêmes connaissances qu'on a quand on est du coin. Alors forcément, comme on a souvent les appels de cette région-là, il y a des choses qu'on commence à connaître. C'est difficile d'avoir une base de données à jour.
même pour envoyer les gens aux urgences. Alors, c'est souvent le cas en été, mais il y a même des endroits, c'est toute l'année, il faut téléphoner avant d'y aller. Donc, on manque d'une base qui donne toutes les infos. Pour les généralistes, c'est... Mais est-ce que vous ne pourriez pas relayer, alors ça fait un peu un tour de circuit, relayer l'appel, comme on est un petit peu en lien avec le SAMU, peut-être il y a des possibilités de transférer le dossier à la PDSA, la permanence des soins, en régulation, dans les horaires de... Alors après, tout dépend de la situation. Quand il n'y a pas de risque imminent, quand il n'y a pas de danger, on va renvoyer. C'est une des premières questions qu'on pose. Est-ce que vous avez un médecin traitant? Est-ce que vous consultez un généraliste? Et d'ailleurs, souvent les gens nous disent oui. Et puis souvent ils sont même sous antidépresseurs, mais puis ils ne le prennent pas. Et puis souvent, oui, ça fait 1 an qu'ils sont sous antidépresseurs et puis ils ne prennent plus. Et puis là, ils ont parfois des idées suicidaires exprimées pour le soir même. Et vous en avez parlé à votre médecin traitant? Non. Voilà. Pourquoi? On ne sait pas trop. Bon, après, dans ces conversations-là, ces entretiens-là au téléphone, on fait quand même aussi toujours attention à ne pas culpabiliser, à ne pas juger, à ne pas critiquer. Oui, pourquoi vous n'avez pas parlé à votre généraliste? Donc là, effectivement, on essaye d'orienter. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, qui ne trouvent pas de généraliste. On les envoie aussi sur Doctolib. On essaye comme ça de trouver, et parfois même on va regarder pour eux, dire voilà, on a trouvé. Et là vraiment tout dépend aussi de la crise, de où on en est, si crise ou pas, et de où on en est dans la crise, et des capacités de la personne à se mobiliser. Comme on disait tout à l'heure aussi, il y a un moment, alors c'est au niveau de la crise, et puis c'est même parfois avant, les émotions elles prennent le pas sur tout, les gens réfléchissent plus. Et parfois, parce que vous pouvez prendre rendez-vous avec votre généraliste, je vais appeler lundi, mais ils n'y avaient pas pensé. Alors, à l'inverse, parce que le médecin régulateur peut, pas du SAMU, mais libéral, peut vous adresser de la même façon, vous passez l'appel d'une manière ou d'une autre, peut vous transférer l'appel. Oui, bien sûr. Oui. Que les médecins généralistes nous passent un appel. C'est-à-dire que... Nous passent une personne... Le médecin régulateur. Le médecin régulateur. Permanence des soins. C'est-à-dire, là, parce que vous avez l'habitude avec le SAMU, donc eux vous transfèrent l'appel rapidement. Nous, des fois, on a des accueils. Nous, on essaye effectivement de débriefer la situation et de voir quelle est la dangerosité. On n'évalue pas aussi bien que vous, mais on essaye un petit peu de voir où on en est et de voir si on envoie le copain ou pas. Des fois, on hésite. Des fois, on se dit, envoyer faire un collègue, c'est pas forcément l'idéal. Est-ce que justement un appelant professionnel pourrait être peut-être souhaitable dans un certain niveau? C'est une idée, une arme supplémentaire entre guillemets. Oui, bien sûr, mais même alors au SAMU 54, on a aussi, maintenant il y a des SAS aussi avec les généralistes, et oui, bien sûr. Soit pour évaluation, soit... alors après, c'est pareil, on a parfois, mais même les médecins nous appellent, et puis soit ils nous disent, voilà, ça, ils nous demandent notre avis, alors on fait en fonction de ce qu'on nous dit. En général, on ne prend pas de risque. Voilà, quand même. Soit c'est après un transfert d'appel, et puis nous, on a la personne, et puis s'il faut, après, on renverra dans l'autre sens. Mais c'est vrai que, alors... on est spécialement formé pour évaluer, et puis on prend le temps. Oui, c'est ça. On prend le temps. Effectivement, il y a une question de temporalité, qu'on n'est pas forcément lié, on a les autres derrière, et donc c'est pas forcément évident. On prend le temps, alors même, malheureusement, on l'a de moins en moins, et puis on voit aussi les appels en attente, donc c'est pas toujours évident, mais oui, on prend le temps, il y a besoin, il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire, il faut une étape importante, ça fait partie des choses qu'on apprend très rapidement quand on arrive sur un centre de réponse comme ça, c'est créer du lien. Et déjà rien que ça prend du temps. S'il n'y a pas de lien, de toute façon, on n'arrive à rien. Et donc on prend déjà le temps de créer du lien, et après oui, on prend le temps d'écouter et d'évaluer. Les crises, vraiment les crises, les phases aiguës, ça c'est des appels, je dirais, pas compliqués et qui ne durent pas longtemps. Quelqu'un qui appelle en disant je suis en train de me pendre, de toute façon, là on est hyper directif, parce que les gens ne prennent plus de décision. Enfin, c'est mon chien me regarde, qu'est-ce que je dois faire? Ça peut paraître même un peu comme ça stupide. Et là on va être très directif, on met les choses en place, et ça marche bien.
Parce que la personne, de toute façon, n'est pas en état de faire autre chose. Voilà, on va dire aux gens, posez le couteau, sortez de la pièce, on va appeler le SAMU, et puis clac, clac, clac. Voilà. Là où, effectivement, c'est quand on n'est pas sûr. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'évaluer, donc tout à fait, vous pouvez tout à fait... un médecin peut tout à fait nous contacter. Et on s'appuie, nous, sur notre plan de sécurité, on s'appuie beaucoup sur les généralistes. Et c'est vrai que là où c'est compliqué, c'est que les personnes n'ont pas... Voilà. On a aussi des personnes qui nous appellent, qui sont, on va dire, avec un état de santé déjà dégradé aussi, hein, des personnes alcooliques, mais pas que, qui ont complètement laissé tomber le soin. Les gens, ils n'ont pas vu de médecin généraliste depuis 10 ans. Quelques chiffres, donc pour le 31-14, donc au niveau national, alors ça c'est les chiffres de fin 2023. Au niveau national, depuis l'ouverture, on était à presque 500 000 appels, fin 2023, il y a presque un an. Au niveau du Grand Est, hein, sur le centre de Nancy a ouvert dès le départ. Il y avait depuis l'ouverture 21 386 appels. Vous voyez que rien que sur 2023, on était déjà à 14 000. On est beaucoup plus haut maintenant. Au point que voilà, fin 2023, on avait un taux de réponse sur Nancy de presque 78%. On en est malheureusement bien loin maintenant. Mais on a remis des choses en place depuis mi-septembre pour limiter un petit peu... les débordements, à savoir que quelqu'un qui appelle Paris, si Paris est occupé, l'appel il peut aussi tomber à Nancy. Donc jusqu'à il y a peu de temps, à Nancy, on passait beaucoup de temps à répondre aux gens de Paris. Et puis là maintenant c'est bien limité. On priorise très fortement les appels de Nancy. Du Grand Est, pardon. Enfin le centre de Nancy qui répond pour le Grand Est, donc les 10 départements, et donc Bar-le-Duc aussi. Voilà, vous voyez, au niveau des appels sortants, on était à peu près entre 30 et 35%, ce qui veut dire voilà, pour un appel reçu, on passe quand même pas mal d'appels aussi sur l'extérieur. Alors, ce qui va nous prendre du temps aussi, les appels sortants, c'est les recontacts des personnes qui nous ont appelés, et puis c'est aussi tout le travail de liaison. C'est rappeler le CMP, c'est rappeler le médecin traitant, c'est parfois appeler la pharmacie aussi pour savoir si quelqu'un a bien ramené des médicaments. Enfin, c'est très varié. Les appels. Donc voilà, en petit résumé, donc quand il y a détresse, idée suicidaire, on est dans la prévention. Et effectivement, les appels arrivent au 31-14. Pour ce qui est de l'urgence suicidaire, quand il y a besoin de secours, c'est le 31-14, ça peut aussi être directement le 15. Et puis après le passage à l'acte, donc là on est dans la post-mention. Donc après la tentative de suicide, il y a vigilance. Il y a aussi le 31-14, quand vigilance n'est pas disponible. À savoir que le 31-14, c'est une porte d'entrée aussi à vigilance. Nous, on fait pas mal d'entrées dans le dispositif vigilance. Les gens nous appellent en nous disant, voilà, il y a une semaine, je me suis taillé des veines ou j'ai pris des médicaments. Et nous, on fait leur entrée dans le dispositif vigilance avec leur accord. Et puis donc, c'est aussi après le suicide, le 31-14, par rapport aux endeuillés par suicide. Donc merci de votre attention. 2 adresses mail. Alors il y a le site du 31-14 que vous pouvez aller voir. Il y a des infos dessus et puis vous trouverez aussi des infos par rapport aux formations qui étaient évoquées tout à l'heure pour Sentinelle, évaluation, orientation et intervention de crise. Voilà, il y a toutes les informations. Alors le 31-14 c'est une porte d'entrée aussi par rapport à ces formations, mais c'est bien fait, on trouve assez rapidement. Et puis 2 adresses, donc l'adresse du 31-14 ou de vigilance, ça c'est l'adresse du secrétariat. Je vous ai effectivement ramené quelques affiches, flyers et cartes ressources. Si vous n'en avez pas assez, si vous n'en avez plus, vous envoyez un mail 3114@cpn-laxou.com, c'est le secrétariat et la secrétaire se fera un plaisir de vous envoyer des kits. Et puis il y a aussi l'adresse de vigilance. Alors moi j'ai ramené quelques-unes, après c'est aussi pour vous montrer, mais si vous voulez qu'on vous envoie par mail la feuille d'entrée dans le dispositif, la secrétaire vous envoie un mail, donc après il n'y a plus qu'à l'imprimer. Alors pour l'instant on espère le retour de la fiche par fax, parce que ça marche bien le fax.
Et puis d'ici peu, on va voir pour mettre ça aussi par mail. Bon, après, c'est compliqué parce que c'est des informations médicales et confidentielles. Donc pour l'instant, c'est le fax. Bientôt, on va développer ça et se moderniser. Donc voilà, à l'adresse de vigilance, vous pouvez aussi avoir les fiches d'entrée. Et puis, il y a des petites cartes. Donc les cartes du 31-14, elles peuvent être posées dans la salle d'attente à disposition. Les cartes vigilance, elles sont données uniquement aux personnes qui sont dans le dispositif, parce que n'appelle au numéro vert de vigilance que les personnes qui sont connues de vigilance. S'il y a un doute entre les deux, c'est 31-14. Voilà. Petite question subsidiaire. D'abord, on va bonjour. 3114, le numéro national de prévention du suicide. Des professionnels à votre écoute.